Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Aujourd'hui, je reçois Marielle pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Marielle est infirmière de formation, créatrice de contenu sur son blog, le blog de Néroli, mais aussi sur YouTube, Instagram, TikTok et bien d'autres plateformes encore. Et dans sa vie perso, Marielle est la maman d'Inès, qui a 4 ans et demi. Complètement épanouie dans son rôle de mère, elle n'a pourtant pas cette envie d'agrandir sa famille. Et oui, Marielle et son mari ont fait le choix de ne pas avoir d'autres enfants. Mais peut-on vraiment parler de choix ? Je ne pense pas. Dans cet épisode, nous allons surtout parler d'évidence, d'osmose, de famille au complet, d'amour infini, de temps accordé à chaque membre de la famille, de famille. Parce que peu importe le nombre d'enfants finalement. Peu importe qu'on soit un papa et une maman, deux papas, deux mamans, parents solo, bref, quel que soit le modèle familial dans lequel on évolue, il reste un socle qui n'est pas questionnable. Nous sommes une famille à partir du moment où nous avons décidé d'en être une. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Marielle. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup. Écoute, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors on se connaît pas du tout. Je t'ai contactée suite à un conseil d'une amie podcasteuse en commun. Je vais te demander du coup pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire un peu qui tu es ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Marielle, j'ai 33 ans, j'habite dans une très jolie ville qui s'appelle Annecy. Voilà, je suis absolument pas objective sur la beauté de la ville dans laquelle j'habite. Je suis quasiment native d'Annecy, je suis arrivée à Annecy, j'avais un an et demi. Je suis mariée, je suis la maman d'une petite fille, Inès, qui a 4 ans et demi. J'insiste sur le et demi. Je sais que comprends pour toi aussi, l'importance c'est de très ce et important. demi. C'est Voilà. très très important. Et dans la vie, alors je suis dans, tu vois, au moment où on se parle, je suis dans un changement de carrière. Je suis infirmière de formation. Ça fait 11 ans que je suis diplômée et je viens de mettre en pause ma carrière d'infirmière tout récemment. Ça fait 4 mois, 5 mois. Et à côté de ça, je suis blogueuse sur le blog de neroli.com depuis 9 ans. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc voilà, j'ai eu ces 2 activités en parallèle pendant des années et puis, j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à mon blog, surtout pour gagner du temps pour ma vie de famille et cetera et donc voilà, blog, YouTube, Instagram, je suis un peu TikTok, je suis un peu partout, avec le même pseudo partout, le blog de Néroli et je suis aussi podcasteuse sur un podcast qui s'appelle Compresse et Sparadrap, qui est un podcast qui donne la parole aux soignants, aux blouses blanches. Trop bien, c'est chouette, dis donc, c'est complet, c'est agréable, dis donc, on a beaucoup de choses en commun, que ce soit sur la reconversion professionnelle, que ce soit sur le 4 ans et demi, qui est très 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 important, et enfin sur plein de choses. Avant bah non, pas avant, on y va, on va dans le vif du sujet. Je vais te poser la question traditionnelle sur Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? Je pense que oui. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels c'est très catégorique, oui ou non. Je dirais pas que c'est un oui massif dans le sens où je peux pas dire que je concevais pas ma vie sans enfant, mais à la fois j'ai jamais eu le non massif non plus. Quand je me suis projetée dans l'avenir, je me suis toujours vue au moins avec un enfant en tout cas. C'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Donc oui, je pense que je peux dire que je me suis quand même globalement toujours vue maman. Comment c'est arrivé ce projet dans votre couple ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton chéri ? Alors nous, c'est une histoire un peu particulière avec donc celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, qui s'appelle Quentin. On est ensemble depuis le lycée. On s'est connus au lycée. Donc on a juste 1 an d'écart. Voilà. J'avais 16 ans, lui avait 17 ans. On avait un ami commun et voilà, on s'est mis ensemble comme plein de lycéens à ce moment-là, quoi. On s'est jamais dit que c'était parti pour la vie entière. On n'a jamais imaginé à ce moment-là qu'on allait se marier, avoir un enfant ensemble ou autre. Mais en fait, on s'est jamais quittés. Il y a même jamais eu de rupture, il y a jamais eu, alors bien sûr, hein, il y a eu des conflits, il y a eu des remises en question comme dans n'importe quel couple,
mais on a emménagé ensemble pendant nos études à Lyon et puis on s'est jamais séparés et donc ça fait 17 ans. Ça y est, je crois qu'aujourd'hui, on a passé plus de temps ensemble que seuls, quoi, C'est fou! officiellement. Là, vous avez vraiment grandi ensemble, quoi. Exactement. Alors c'est bien, parce que, bah, voilà, du coup, on se connaît par cœur. Moi, je sais, exactement et je pense qu'il peut dire la même chose, de moi. Je sais exactement ce qu'il ressent, les émotions, la façon de communiquer, c'est très facile. Puis à la fois, c'est aussi un défi j'allais donner l'expression raviver la flamme, qui est un truc complètement cliché, mais voilà, pour quand même rendre le quotidien bah, toujours excitant, toujours des nouveautés, parce que pas tomber dans le cliché des deux colocs qui vivent ensemble. Enfin voilà, il faut toujours quand même bousculer un peu son quotidien. Donc la question de fonder une famille, elle est bien sûr pas arrivée à 16 ans, elle est pas arrivée à 18 ni à 20 ans non plus, hein. Mais je crois que quand on a fini par avoir une situation professionnelle, financière stable, on a d'abord commencé à parler de mariage. Pour nous, c'était très important de se marier. Pourtant, voilà, on n'est pas croyants du tout. On s'est mariés à la mairie. Mais voilà, l'idée de fonder officiellement une famille était importante pour nous. Et puis très rapidement après, l'idée d'avoir un enfant est arrivée. Est-ce que c'est arrivé rapidement? Comment ça s'est passé la conception de cet enfant? Enfin, alors, on nous raconte pas en détail, hein, mais Alors c'était? oui, c'est arrivé très rapidement. Ouais, ouais, c'est arrivé très rapidement parce que j'ai arrêté ma pilule, alors je sais plus exactement, mais au mois d'avril ou au mois de mai. Je sais qu'on est partis à New York à ce moment-là, donc ça doit être, ça, donc 2016 et je suis tombée enceinte, en juillet 2016. Donc il y a pas eu le temps de se poser de questions, de stresser, voilà. Mon gynéco m'avait dit en plus, «Ça fait très longtemps que vous êtes sous pilule, donc le temps que, en gros, la machine se remette en route, soyez pas du tout inquiète». J'ai très vite récupéré un cycle menstruel, normal, comme celui que j'avais connu en étant beaucoup plus jeune, parce que voilà, ça faisait plus de 10 ans que j'étais sous pilule. Mais ça, c'était rassurant aussi de voir que mon corps, bah, reprenait un peu ses droits. Et puis, voilà, en juillet, je suis tombée enceinte, naturellement. Comment tu réagis, toi, à l'annonce de cette grossesse? Alors c'est très bizarre parce que, donc bah, on en rêvait, c'est ce qu'on souhaitait. Moi, au moment où je vois le test positif, alors il y a pas de panique, il y a pas de mais il y a une émotion, il y a un truc où tu te dis: «Waouh!» En fait, ça y est, c'est vrai, c'est là. J'ai eu un accident de voiture ce jour-là, un truc complètement stupide où j'étais vraiment alors vraiment un accrochage, il s'est rien passé, mais j'étais tellement dans la lune, enfin j'étais tellement perturbée et j'ai tout de suite dit au monsieur avec qui j'ai eu l'accident: «Je suis désolée, je viens d'apprendre que j'étais enceinte». Il m'a regardé avec des yeux genre: «Mais, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?» Et je lui dis: «Non mais en fait je suis complètement perturbée». Enfin, il me dit: «Ah non, non, mais il y a pas de souci». Puis vraiment c'était vraiment juste un petit accrochage de rien du tout et c'est très, très paradoxal comme sentiment parce qu'à la fois j'attendais que ça, hein, un test positif et puis à la fois j'étais, complètement perturbée. Et du coup, tu l'as annoncé, tout de suite à ton mari, du coup? Ouais, alors je lui ai annoncé tout de suite, alors j'ai un peu foiré la j'ai un peu foiré l'annonce. Je voulais faire le test en secret, je voulais, lui annoncer, faire un truc un peu théâtral, voilà. Puis en fait, le test, m'a laissé un résultat un peu mitigé où la barre était pas complètement franche. À la limite, je me demandais même si c'était pas moi qui l'imaginais. Du coup, je lui ai foutu sous le nez un dimanche matin à 7h30 en disant: «Ah, c'est quoi ce test?» un peu énervée, quoi et il me dit: «Bah, de toute évidence, c'est positif, là, Marielle». Et puis il m'a dit: «Ah mais du coup, c'est comme ça que tu me l'annonces». Bon, du coup, je me suis un peu rattrapée derrière. Je lui ai dit: «Non, non, mais je vais faire une prise de sang, on va voir, si c'est bon». Je lui ai un peu menti sur le déroulement de la prise de sang. Je lui ai fait croire que c'était quelques jours après. Finalement, je l'ai fait tout de suite. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, je lui ai donné une petite paire de chaussons, pour bébé et voilà, je lui ai dit: «Bah voilà, ça y est, c'est positif». Ah, trop bien. Est-ce que tu avais, toi, dans ton entourage, des personnes qui avaient des copines qui étaient déjà mamans, de la famille qui était déjà maman? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout? Alors j'avais quelques copines, qui étaient soit enceintes, soit qui avaient des enfants très jeunes, mais pour la grande majorité non, elles étaient quand même encore sans enfants. J'étais, on va dire, dans la première vague de bébés, mais j'avais quand même quelques amis, proches, auxquels je pouvais poser des questions, même, sincèrement, qui me répondraient, en toute simplicité, en toute honnêteté. On va venir sur cette grossesse un petit temps. Comment tu l'as vécue? Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié particulièrement, toi, la grossesse, ou pas du tout? Alors, j'ai jusqu'à 5 mois et demi, j'ai adoré. J'ai eu très, très peu de symptômes. La fatigue, un peu comme tout le monde, un peu de douleur dans le bas-ventre, mais j'ai continué à être active. Je travaillais à l'époque, en tant qu'infirmière à 100. Ça se passait bien. Je me sentais un peu limitée, un peu essoufflée, bah, voilà, quelque chose de tout à fait, logique et puis, au travail, j'étais entourée de femmes,
voilà, je dis infirmières parce qu'on est beaucoup de femmes, hein, et elles étaient soit très compréhensives parce qu'elles avaient été enceintes, soit parce que simplement elles savent que une grossesse, certes, c'est pas une maladie, mais que c'est sympa de se filer un coup de main. Donc il y avait ce sentiment de sororité qui était hyper, hyper agréable, beaucoup d'entraide. Et puis j'ai eu quelques complications à partir de 5 mois et demi de grossesse. Au début, le gynécologue m'a dit va falloir vous reposer un peu, donc j'ai été arrêtée. C'est pas complètement surprenant d'être arrêtée quand on est infirmière à ce stade de la grossesse. Non, je crois que j'ai été arrêtée à 5 mois. Bon, je me souviens plus exactement des périodes, mais normalement, autour des 6 mois, on finit par être arrêté parce que ça devient compliqué. Je travaille en soins intensifs, c'est un service qui est lourd physiquement, émotionnellement aussi, mais surtout physiquement. Et au départ, il m'a dit: «Un peu de repos vous sera bénéfique, ça va aller mieux», et puis en fait, j'ai poursuivi par un alitement quasiment complet, jusqu'à la fin de ma grossesse, que j'ai pas mal vécu. Mais voilà, si je si je suis tout à fait honnête, j'aurais préféré rester active jusqu'à la fin. Ouais. C'était pas un grand moment de plaisir, mais je l'ai pas mal vécu. Est-ce que vous avez demandé le sexe de votre bébé avant sa naissance? Oui, alors moi tu vois, j'ai ma meilleure amie qui vient d'accoucher là, qui a gardé la surprise jusqu'à la fin. J'admire, je trouve ça, alors je pense que c'est une très bonne idée et que si on a envie de le faire, il faut le faire. Moi, je trouvais ça tellement abstrait que je me disais: «Il faut au moins que», bon, avec ce que la science nous offre aujourd'hui, hein, je veux dire dans les années 70, j'aurais pas fait un caprice pour dire: «Je veux absolument Ouais. savoir si c'est une fille ou un garçon», mais je trouve qu'aujourd'hui, vu qu'on peut le savoir facilement, aisément, je trouve que c'était une bonne idée de le faire. C'était pas pour une question de tu vois, d'acheter des vêtements de la bonne couleur, de même pour comment dire? Mon point de vue personnel, que ça soit un garçon ou une fille ne changeait rien dans ma perception des choses. C'était juste pour avoir une petite info de plus pour se Ouais. projeter. On m'aurait dit que c'était un garçon, ça n'aurait absolument rien changé, mais c'était, ouais, c'était plus une façon de s'approprier quelque chose qui est tellement, tellement inconnu. Donc pas de regret d'avoir demandé. Tu vois, moi, j'ai pas demandé. Ah bravo! Ah j'admire, franchement j'admire. Mais en fait, je crois que, c'était même pas compliqué, c'était même pas une question d'impatience, c'était juste comme ça, tu vois? C'était, je sais pas, enfin, je crois que, tu vois, comme toi, tu as eu ce besoin d'avoir cette information, cette envie, moi, j'avais cette envie de pas l'avoir, en fait, Ah tout ouais. simplement. Et c'était pas difficile pour moi, mais parce que c'était mon choix, tu vois? C'est pour ça aussi, Mais tu vois, je peux pas dire que je regrette, mais je trouve que c'est génial de garder la surprise. ouais, ça te met des quelques angoisses quand tu as des préférences, mais Oui, voilà, mais ou si tu as 3 garçons et que tu espères une fille ou c'est ce ça. genre de choses. Là, mais non, franchement, c'est après, enfin, tout est, chaque choix est légitime et on le fait pour une raison qui est complètement propre à chacun. Mais oui, non, c'est important. Je te pose cette question-là parce que justement, moi, la projection en tant que maman d'une fille ou maman d'un garçon m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi, t'avais, bah, tu disais que t'avais pas forcément de préférence, mais est-ce que tu avais quand même imaginé quelle mère tu serais pour une petite fille, quelle mère tu serais pour un petit garçon? Au stade de la grossesse, je pense que je me projetais pas trop encore dans des questions d'éducation, de choses comme ça, parce que je trouve qu'il y avait déjà tellement de choses à démêler. Il y avait Ouais. déjà tellement de choses à préparer, sans parler de l'aspect matériel, genre d'acheter un lit, d'acheter une poussette, mais je trouve qu'il y avait déjà plein de trucs. Déjà, voilà, niveau santé, j'étais suivie de très près, donc je m'étais dit: «On va déjà finir, on va déjà mener cette grossesse à terme et puis après on en reparlera». Donc je crois qu'à ce stade-là, je m'étais pas encore trop projetée. En revanche, aujourd'hui et même depuis quelques années, c'est fréquent que je parle à ma fille et que je me dise: «Qu'est-ce que je lui dirais si c'était un garçon?» ou «Qu'est-ce que j'apprécierais pas qu'on lui dise si c'était un garçon?» ou ce genre de choses. Notamment des injonctions, pardon, hyper sexistes. Par exemple, quand elle peut être un peu triste ou qu'elle pleure un peu et que j'entends quelqu'un dire: «Ah, c'est bien une fille à maman», je me dis: «On dirait pas, ah, c'est un fils à maman si c'était un garçon», ou quand elle pleure et qu'on la console et je me dis: «Ah, peut-être que si c'était un garçon, on lui dirait: "Allez, sois fort, arrête de pleurer, tu es un grand garçon"». Souvent, je me pose cette question-là quand même. Ouais, je comprends. Mmh. Tu disais, du coup, tu t'étais vachement concentrée sur la grossesse. Est-ce que tu avais pensé la naissance? Est-ce que tu as fait un projet de naissance ou est-ce que tu t'es vraiment laissé porter? Je n'ai pas fait de projet de naissance. Alors, je crois que j'ai quand même écrit quelque chose. En fait, on m'a donné une feuille et puis du coup, je me suis dit: «Bah, je vais la remplir». Et je crois, alors je me souviens pas de ce que j'ai écrit sur la feuille, mais je pense que j'ai tout à fait été capable d'écrire un truc du style, «Je fais confiance à l'équipe médicale, faites ce qu'il faut pour, que ça aille». Enfin, j'ai dû écrire un truc, complètement bateau. J'avais pas vraiment de projet de naissance. Alors quand on est infirmier, infirmière, alors c'est pas du tout une généralité, mais souvent on a, toute confiance dans le personnel médical. Non pas que les autres personnes n'aient pas confiance, mais vraiment C'est moi me plus laisser, inconnu, oui, peut-être? exactement. Du coup, moi je me suis vraiment laissée porter et il y a aussi des codes, des choses que j'arrive à comprendre, donc c'est plus simple. Donc on m'aurait dit: «Il faut faire une épisiotomie», je me serais jamais vue refuser parce que,
ou peut-être dans un contexte très particulier, mais parce que vraiment j'avais confiance et que je pars du principe que si on me la propose ou qu'on me l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Donc j'avais pas vraiment de projet de naissance. Alors moi, j'avais une idée assez particulière sur la gestion de la douleur. Ça vient aussi de mon vécu d'infirmière, mais pour moi, la douleur, c'est un truc, ça mène à rien. Enfin, je veux dire, ça rend pas plus fort, ça rend pas, plus courageux, ça voilà, pour moi, si on peut la chasser, si on peut la traiter, bah, il faut le faire. Donc pour moi, la péridurale, c'était, presque pas une option, je la souhaitais. La péridurale, je m'y accrochais pas comme à un roc parce que je sais que pas parce que pour l'avoir vécu, je sais que l'anesthésiste, il peut être occupé sur plein d'autres trucs, y compris des urgences vitales et cetera. Non pas que la femme enceinte ne soit pas prioritaire, mais voilà, parfois il y a des choses qui peuvent intervenir. Mais voilà, déjà l'idée de pas souffrir pour moi, c'était quand même assez important. Donc ça, je crois que j'ai dû l'écrire dans le projet de naissance. Mais j'ai pas écrit grand-chose de plus. Tu as été satisfaite de ton accouchement? Alors malgré les circonstances, donc césarienne d'urgence, et cetera, oui, très satisfaite. Parce que j'ai eu l'impression de comprendre tout ce qui m'arrivait, y compris les choix faits en urgence et cetera. Donc j'ai pas été frustrée, j'ai pas eu d'incompréhension, j'ai pas l'impression qu'on m'ait volé un moment ou un autre et j'avais fait en sorte, alors ça c'est très facile à dire, je le dis avec 4 ans et demi de recul, mais j'avais fait en sorte de pas me projeter dans un accouchement bien particulier. Mais malgré tout, je m'étais quand même, fait un petit scénario qui m'aurait plu, mais je m'étais quand même obligée à pas trop timer le truc avec, des voilà, des rituels, des protocoles que je voulais mettre en place, heure après heure et cetera. Donc c'était une façon pour moi de me protéger un peu, puis de pas être trop déçue. Bon, Ouais. finalement, pari réussi parce que j'ai pas été déçue. Ah bah, parfait, parfait. Comment elle se passe cette rencontre avec ta fille? Est-ce que tu te souviens du regard? Est-ce que ça a été un amour, inconditionnel tout de suite ou est-ce que ça a pris plus de temps? Alors en tout cas, je m'étais préparée au fait que ça puisse ne pas m'envahir tout de suite. Alors j'avais pas lu beaucoup de choses, genre des bouquins, des trucs. J'ai tenté d'en lire quelques-uns et puis en fait, c'était rempli de lieux communs, où c'était parfois plein de jugements, où je m'y retrouvais pas. Donc je crois que j'ai quasiment rien lu. En revanche, j'ai écouté, des podcasts, voilà, comme Bliss, des choses comme ça, des récits de mes copines, des articles de blog, des retours d'expérience sur Instagram et cetera. Donc j'étais préparée à ce que ça m'envahisse pas d'un coup. Bon et puis en fait, j'ai mis les 2 pieds dedans. Quand je l'ai eu dans les bras, ça a été, un amour inconditionnel. Alors un amour inconditionnel, mais un peu flou parce que du coup, j'ai été endormie. Ouais. Non, j'étais un peu dans le gaz. Donc les toutes premières minutes, je m'en souviens, mais je me souviens vraiment lutter contre vraiment comme un sommeil. Mais j'ai tout de suite eu en tout cas, oui, oui, un attachement pour elle et c'est vraiment le truc qui me marque le plus, c'est que pendant les 9 mois, mais il y avait un truc qui m'obsédait, c'était de me dire à quoi elle va ressembler. Physiquement, même dans ses manières de faire et cetera. Mon mari, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mon opposé. Moi, je suis brune aux yeux noirs et lui, il est blond aux yeux verts. Donc je me Ah oui. disais, moi, j'ai les cheveux qui ondulent, lui, il a les cheveux très raides, donc je me disais: «Mais de qui elle va prendre?» Alors pour moi, tout ce qui était un peu châtain, brun allait prendre le dessus, résultat, elle est blonde comme les blés, mais elle a pris mes yeux, noirs, enfin, c'est assez rigolo et quand je l'ai eue dans les bras, et bah, donc elle ressemblait, voilà, à un bébé, d'une certaine, voilà, description et c'est complètement cliché ce que je vais dire, mais c'est comme si je l'avais toujours connue. J'avais pas du tout une étrangère, sous les yeux. Alors je pense que du coup, s'il y a des parents qui se retrouvent avec un bébé dans les bras puis qui sont un peu, voilà, un peu perturbés, qui se disent: «Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant?» Il faut accepter aussi qu'on puisse avoir peut-être un moment de choc, il faut accepter qu'il puisse y avoir quelques jours avant de s'apprivoiser, de se connaître. Moi, tout de suite, ça a été immédiat. Ah, c'est chouette. Tu parlais de ton mari, moi je voudrais aussi parler de lui. Quelle a été sa réaction à la naissance de votre fille? Alors lui, du coup, c'est pas parce qu'il l'a pas vécu physiquement que ça a pas été dur pour lui, de me voir partir, en catastrophe au bloc opératoire et cetera. Ça a été un grand moment de stress et puis ça a été aussi, comment dire? Une répétition de quelque chose qui avait déjà été vécu dans sa famille, donc ça a été vraiment un grand moment de stress, pour lui. Du coup, c'est lui qui a été un peu en charge des opérations, très vite, quoi. Parce que donc moi, j'étais ouverte, en train d'être cousue une fois qu'Inès est née, endormie, donc vraiment j'étais pas là. Ouais. Et donc lui, il s'est retrouvé tout de suite avec la petite dans les bras. C'est lui qui a aidé pour l'habiller, c'est lui qui a donné le premier biberon, donc lui, il a été tout de suite, aux commandes, on va dire, de Ouais. la suite des événements. Je suis persuadée que ça a eu un lien, peut-être pas, hein, mais je me suis toujours fait cette idée, que ça avait eu un lien avec justement ce lien qu'ils ont créé tous les 2. Pour moi, ça démarre de là parce qu'il a tout de suite été très, très, très intégré, dans la naissance et puis dans les suites de couches, quoi.
Donc il y a tout de suite eu une relation, hyper fusionnelle entre eux 2. Est-ce que du coup, tu parles de suite de couches, moi j'adore parce que ça rebondit totalement sur mes questions, Ça fait suivantes. C'est beau, c'est beau. Est-ce que tu avais préparé justement ça? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre sur le postpartum? Est-ce que tu savais, physiquement ce qui pouvait t'arriver? Est-ce que tu savais psychologiquement ce qui pouvait t'arriver? Comment tu as vécu justement cette entrée dans la maternité? Alors oui, je m'étais bien préparée. En tout cas, j'étais consciente que ça allait être dur. J'étais consciente que ça allait être fatigant. Au niveau physiologique, alors voilà, je suis infirmière, je suis pas sage-femme, je suis pas médecin, mais il y a plein de choses que je connaissais déjà, notamment parce qu'en salle de réveil, je prenais en charge en plus des femmes, post-césarienne. Pour moi, ça c'était, on m'expliquait plein de choses et je disais: «Oui, oui, je suis au courant». Donc ça, c'était vraiment, beaucoup, beaucoup plus simple pour moi que pour, une personne, qui n'est pas dans le corps médical. Donc tout ça, je m'y étais préparée. Je me souviens d'une phrase que ma mère me répétait souvent. Elle me disait: «Ah, tu vas voir, tu vas la regarder et tu vas te dire, mais c'est qu'est-ce qui m'arrive, cette responsabilité?» Ça, je l'ai pas ressenti. Je sais pas, alors j'ai ressenti tout de suite je me suis tout de suite sentie soucieuse pour elle, ce qui est un sentiment qui est très étrange, qu'on ne vit jamais avant d'être maman ou d'être parent. Je me suis fait déjà du souci, pour moi, pour mes proches, pour ma famille et cetera, mais pour quelqu'un qui est un peu la chair de ta chair, c'est un truc qui est très, très, c'est une forme d'inquiétude qui est vraiment très différente. Donc ça, je l'ai ressenti. En revanche, je me suis jamais dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui me tombe sur les bras?» Voilà, ça, je me le suis pas dit. Ouais. Mais et puis sur le plan physique, bon, la césarienne, c'est quand même un sacré défi pour le corps. La perte de sang, voilà, la fatigue qui est liée à tout ça. Césarienne d'urgence, en plus, je veux pas faire comme si j'étais, Rambo et que c'était, beaucoup plus facile pour les autres, hein, pas du tout. Mais voilà, ça implique aussi des douleurs après qui sont parfois un peu compliquées. Je dirais qu'il m'a quand même fallu, une bonne semaine pour me sentir réellement bien et puis un bon mois pour, me retrouver un peu, comme avant. Du coup, c'est un accouchement avec tout ce qui va avec et puis une opération chirurgicale aussi, donc c'est quand même assez lourd. Ouais, carrément. Si je t'ai contacté à la base, c'est parce que justement, j'avais une idée précise d'un sujet que je voulais aborder avec toi. Je voulais te poser la question, comment avant ou après la naissance de ta fille, comment tu envisageais, comment tu imaginais ton schéma familial, le schéma que tu voulais produire toi? Alors, je crois que ça fait longtemps qu'avec, Quentin, on se dit, «Ah bah, on aimerait bien avoir un enfant, on va en faire un et après on verra». Mais ça fait quand même longtemps que pour nous, c'est, alors voilà, on enregistre cet épisode en 2021. Peut-être qu'un jour il y aura un deuxième enfant, mais à ce jour, en tout cas, c'est pas en projet. Mais ça fait quand même depuis bien avant la naissance d'Inès que pour nous, c'est assez clair qu'une famille à 3 nous convient, très bien. Alors, je suis consciente que enfin les gens me renvoient ou nous renvoient parfois des choses assez agressives du style: «Oh bah, c'est triste, ah bah, elle va être égoïste». Vraiment, hein, c'est pas des choses que j'invente, c'est Oh vraiment ça je des ah non, je comprends. mais Je c'est sais vraiment que tu des les choses qu'on inventes nous dit, pas. quoi. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, c'est une violence inouïe, quoi. C'est très violent. Alors, pour contextualiser, tu as fait le choix et tu as envie d'avoir un seul enfant. C'est aussi mon choix, c'est aussi mon envie. Donc, je suis aussi confrontée à ce genre de remarques qui sont déplacées, qui sont souvent intrusives de personnes en plus qu'on connaît à peine. Je sais pas si tu ressens ça, mais la plupart des remarques qui sont comme ça, assez virulentes, viennent des personnes qu'on connaît peu finalement, qui sont pas Complètement. d'un entourage proche. Et je trouve ça vraiment aberrant en fait que ces personnes se permettent d'entrer dans une intimité sans connaître vraiment. Et moi, il y a des remarques qui me choquent particulièrement, notamment bah vous pouvez pas lui faire ça, ou alors vous pouvez pas ne pas lui offrir un petit frère ou une petite sœur comme si c'était un cadeau. Sauf qu'en fait, c'est pas toujours un cadeau. En fait, on sait pas. On sait pas quel enfant, tout comme on savait pas quel enfant on aurait avec cet enfant qu'on a eu. On Exactement. ne sait pas non plus quel serait ce deuxième, ce troisième, ce quatrième enfant, qui il serait, s'il s'entendrait, enfin, il y a plein de si en fait qui sont là, et je pense pas que ce soit une raison suffisante en fait de faire un deuxième enfant juste pour l'offrir à cet enfant qui est déjà là. Mais complètement. Alors, tu vois, j'ai jamais mis, ces mots là-dessus, mais l'idée du cadeau, je partage, tout à fait, ton avis. Bah, nous, pas plus tard que cet été, on a loué, voilà, un appart en vacances et la dame qui nous a donné les clés, a trouvé, Inès très, dynamique, ce qui est le cas, très sociable, ce qui est le cas aussi et elle a dit: «Bah là, faut lui faire le deuxième, hein!» Comme si c'était évident et j'ai failli répondre: «Non, mais c'est pas possible». Tu as envie les gens, ils te renvoient un truc violent, tu as envie de renvoyer un truc violent en te disant, je vais lui faire croire que, bah, je j'ai pas, des choses qui arrivent, hein, j'ai plus d'utérus, Ah oui, non mais c'est vrai en plus, je ça je je arrive. suis plus fertile ou mon mari a des soucis de fertilité ou j'en sais rien ou tu vois? Tu as envie de renvoyer ça, hein, donc Ouais. voilà, la décence m'a appris à ne rien dire, mais franchement, il y a des moments où il faudrait aller un peu plus loin
En effet, les réactions, elles viennent souvent de gens qui, ne sont enfin moi j'ai mes parents par exemple ne m'ont jamais fait de réflexion, mes beaux-parents non plus, mes amis proches non plus. Je sais pas ce qui se dit en privé, mais j'en ai rien à faire. Mais souvent, c'est, bah, typiquement genre le chauffeur de bus ou, je sais pas, ou Le dans voisin un qui vient de débarquer, exactement, enfin dans un resto, un serveur qui te dit: «Bah, elle va rester toute seule toute sa vie cette petite?» ou voilà. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors ça je m'en souviendrai toute ma vie, qui m'a dit: «Mais si elle meurt, vous avez plus d'enfants». alors ça. Ah parce que quand on fait 2 ou 3 enfants, du coup, c'est pour avoir des pièces de rechange si on perd un pion quoi, en gros. Tu sais que moi, C'est c'est un truc que j'ai entendu longtemps dans ma vie, ce truc-là, mais parce que c'était une peur de quelqu'un de proche de moi, de voilà, de perdre son enfant et de pas en avoir, voilà, forcément, de plus avoir d'enfant, un traumatisme qui ne me regarde pas. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Ouais, s'il lui arrive quelque chose, t'as plus personne. Mais ça veut dire quoi? Que ça veut dire que si j'en ai deux, ça me fera moins mal s'il lui arrive non, quelque mais c'est chose? Ça ça veut et puis dire, enfin, ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, je compterai uniquement sur mon enfant. Il est là pour me satisfaire, enfin, ça veut dire aussi que la place de l'enfant, elle a pas été bien comprise non plus. Je sais pas, il y a un truc, qui est très dur. Alors voilà, nous, ce schéma à 3 nous convient très bien et aux gens j'ai envie de dire aux gens à qui ça pose problème, mais faites-en 10, hein. Faites-en 15, faites-en 20 si vous voulez. Si ça vous convient pas, mais faites bien ce que vous voulez dans vos foyers, hein. Mais nous, on est très heureux comme ça, même si je sais que beaucoup de personnes ont du mal à y croire. Mais on est très heureux comme ça et j'ai plein d'exemples autour de moi d'enfants qui sont des monstres d'égoïsme alors qu'ils sont dans des fratries de 3, 4, 5. Je ne dis pas que ma fille est parfaite, mais on peut tout à fait élever un enfant unique en étant empathique, en étant altruiste. Enfin, moi j'invite beaucoup ma fille quand elle est au square, il y a un enfant qui pleure, je lui dis: «Va le voir, va le consoler, va le réconforter». Quand elle a quelque chose, je l'invite à partager avec nous, avec des amis. Je fais en sorte qu'elle soit très entourée de, voilà, de famille, d'amis et cetera. En fait, ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants. non. Non, puis en fait, tu vois, moi, justement, en ayant cette discussion avec toi, j'avais aussi envie de montrer que bah, qu'on n'est pas non plus des monstres d'égoïsme parce qu'on veut qu'un enfant et quand bien même en fait, tu vois, moi pour le coup, une des raisons pour laquelle je ne veux pas d'autres enfants, c'est parce que je tiens aussi à ma vie. Pas ma vie dans le genre je vais mourir, mais ma vie, la vie que j'ai décidé de mener, tout simplement, ma vie professionnelle, ma vie sociale. Et je sais pertinemment quand tu as plusieurs enfants, bah forcément, t'as plus autant de temps à accorder et c'est ok quand c'est un choix. Moi, mon choix, il est de donner autant de temps à ma fille qu'à ma vie sociale, qu'à ma vie professionnelle, qu'à ma vie de couple. Parfois, elle passe à la trappe aussi, celle-ci, mais bon, c'est qu'un des, Ça reste entre nous. voilà, ça reste entre nous. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quelque Complètement, chose ouais. d'assez important et moi, j'avais envie de justement montrer que, bah, qu'on a le droit de penser ça, en fait. Et on a le droit aussi de se sentir complet à 3. Ouais. Enfin, nous, c'est notre cas. Je rêverais de, tu vois, de revivre une deuxième grossesse. J'ai trouvé que c'était un moment fabuleux et c'est pas parce que ma grossesse a été compliquée et que mon accouchement dans les textes a été compliqué aussi que je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant, un deuxième être humain dans notre foyer. Je trouve qu'on est très bien à 3 et ça veut pas dire que tout ce que j'ai vécu, je l'ai pas aimé. Au contraire. Vraiment, je donnerais tout pour revivre ça une deuxième fois parce que j'ai trouvé que c'était fabuleux. Mais quand je pense à un deuxième enfant, avec Inès, je me projetais dans quelque chose d'heureux. Alors, je savais que ça serait pas forcément facile. Je savais que, on serait fatigué, que, voilà, on passerait par toutes les étapes par lesquelles, les parents passent. Mais je ne voyais que de la joie et quand aujourd'hui je pense à un deuxième enfant, alors bien sûr que je pense à de la joie, mais j'ai tout le reste qui prend le dessus, c'est les Mm. angoisses, le stress, Les ouais, nuits sans sommeil. ouais, les nuits sans sommeil et encore, tu vois, ça, c'est accessoire. Ouais. C'est plus que je me projette pas. On ne se enfin, je dis «je», mais vraiment, c'est quelque chose dont on a, parlé pendant des heures avec mon mari, mais dans lequel on et d'ailleurs heureusement, on est tous les 2 d'accord. Oui, parce que tu vois, moi, c'est aussi une image qu'on me renvoie de l'extérieur quand j'en parle, parce que c'est vrai que quand on pose la question, bah, je réponds, mais en mon nom propre parce que je suis la personne qui parle. Mais en gros, on me dit que je suis égoïste par rapport à mon mec, en fait, alors que ben, c'est un choix de couple. Bien sûr. Comme s'il y en avait un qui imposait ce choix à l'autre, alors que pas du tout, mais tellement pas, en fait. Je crois même que si on devait avoir un deuxième enfant un jour, ça se négocierait vraiment entre nous deux. Et en fait, enfin, c'est tellement, ouais, non, c'est pas, enfin, c'est vraiment une décision de famille. Il y a personne qui impose quelque chose à l'autre parce que c'est vu tellement d'une façon rare et finalement un peu anormale de vouloir un enfant que on peut pas imaginer que dans le couple ce soit aligné, quoi. Complètement, ouais, ouais et en fait, bah, si, Eh vraiment, ben enfin, si. nous, Eh chez bien nous, si. c'est pas un sujet, en fait, on n'en parle même pas. Quand Inès est arrivée, je me suis dit: «Peut-être que comme mes copines, quand elle aura 2, 3 ans, ça va commencer à me travailler». Ça me travaille pas. Maintenant, elle a 4 ans et demi, ça me travaille encore moins et pour Quentin, c'est pareil, enfin, je veux dire Ouais. et du coup, tant mieux parce que ça doit être, un conflit suffisamment dur à gérer, j'imagine, s'il y en Ah a un ça qui devait être est vraiment difficile, très ouais. demandeur et pas l'autre, mais Ouais.
Mais oui, vraiment, on est complètement en adéquation sur ce point-là. Carrément. Est-ce que, votre fille vous a déjà posé la question, d'un petit frère ou d'une petite sœur? Oui, j'ai pas de souvenir, tu vois, où elle a réclamé ou pleuré ou autre, mais bien sûr, elle voit des schémas familiaux qui sont différents. Donc, elle a déjà posé la question. Alors elle est encore petite, mais il y a jamais eu de demande genre: «Je veux un petit frère, une Mmh. petite sœur», mais elle pose la question, voilà: «Pourquoi moi je suis seule? Et puis ma copine, une telle, pourquoi elle a un petit frère?» et cetera. Voilà, juste on lui explique. Ouais. Et ce qui aide aussi, c'est que, voilà, mon mari est enfant unique, donc lui, il explique: «Bah, voilà, tu vois, moi je suis, voilà, je suis tout seul», puis ça s'est toujours bien passé, donc voilà, le modèle, elle le Ouais. connaît aussi, par son prisme. Bah oui. Mais ça a jamais été, non, ça a jamais été une question, c'est plus de la curiosité, mais comme elle peut demander, pourquoi telle copine, elle a 2 papas, 2 mamans, Ouais, pourquoi elle a qu'une carrément. maman, c'est juste, c'est des schémas familiaux différents, puis on lui apprend que ça existe, Ouais. aussi, quoi. Carrément. Tu vois, c'est drôle parce que mon mec aussi est d'enfant unique. Mais décidément. Qu'il a Mais bien tu vois, vécu, du coup. il l'a très bien vécu, même s'il m'avait raconté qu'à un moment, il avait demandé un petit frère, une petite sœur pour être, parce qu'il se sentait peut-être un peu seul, mais finalement, aujourd'hui, avec le recul, enfin, c'est une demande d'enfant, quoi. Mmh. Oui, c'est C'est pas ça. un désir profond et c'est une demande de quelque chose qu'on ne connaît pas, finalement. Enfin, c'est toujours pareil. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, ça donne envie quand peut-être tu le vois chez les autres, mais finalement, le vivre, c'est peut-être pas non plus, Mais complètement. Enfin, moi, j'ai un frère, du coup, j'ai vécu, hein, voilà, ouais. une fratrie, et parfois j'explique à Inès, c'est pas juste un copain, une copine, quoi. C'est aussi, bah, partager tes parents, Mmh. partager ce que tu possèdes, le tes Ouais, parents ont, bah, statistiquement 2 fois moins de temps pour toi, enfin, c'est différent, quoi, et ouais. je peux comprendre que de son point de vue à 4 ans et demi, quand elle a une copine qui vient jouer un mercredi, elle se dit: «Ah, c'est génial d'avoir une sœur». Mais oui, mais une sœur, c'est pas que, C'est pas tout le temps. Enfin, une sœur, c'est pas, 2 heures dans le mercredi après-midi, tu vois? exactement, et voilà, du haut de Et ses ouais. 4 ans et demi, je pense qu'elle le comprend pas, mais Et voilà. bah, tu vois, nous, à 4 ans et demi, elle le comprend très bien. Parce que pour le coup, nous, c'est un sujet parce que moi, je me suis vraiment posé la question de: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux?» Oui, c'est vraiment ce que je veux. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec elle parce que dès la crèche, elle avait déjà des petits copains qui avaient des petits frères et des petites Mmh. sœurs. Donc dès 2 ans, elle a parlé assez tôt, donc elle nous a un peu posé les questions. Ah oui, c'est vrai, Et elle était curieuse comme ça déjà ouais, de elle a été très curieuse de c'est ça et rigolo. puis surtout que, ben, elle était aussi moi, je suis une des premières aussi à avoir eu un enfant et elle était assez seule dans ma famille. C'est-à-dire que ma sœur vient seulement, tu vois, elle a un petit garçon d'il y a 1 an, donc Mmh. tu vois, il y avait pas d'enfants vraiment autour d'elle et elle comprenait pas, enfin, elle voyait d'autres enfants, elle voyait des petits frères, des petites sœurs, des femmes enceintes et elle a posé très tôt la question et en fait, on lui a expliqué, bah, au tout début assez, enfin voilà, comme ça, que non, c'était pas, ça n'allait pas arriver, en tout cas, enfin dans un futur proche. Et en fait, plus le temps a passé, plus ces questions ont été très précises. Mmh. Donc en fait, un jour, on lui a juste dit aussi que ben papa et maman ne souhaitaient pas avoir d'autres enfants, qu'on était très bien tous les trois, et on lui a expliqué justement ce que ça impliquait d'avoir un frère ou une sœur, et que c'est très bien quand on choisit, mais que nous, notre choix ne l'était pas. Que ben notamment ce partage, enfin ce beaucoup moins de temps avec elle, parce que c'est un fait, c'est vrai. Enfin, il y aurait eu beaucoup moins de temps avec elle. Le sommeil aussi qui était important parce que, enfin, moi, je me réveille encore la nuit, donc, enfin, c'est quelque Mmh. chose où je suis pas encore. Quand j'y pense, limite, ça me fait de l'urticaire de me dire Mmh. qu'en fait, ça pourrait continuer. Et je dis, mais en fait, il y a des choses auxquelles je veux pas renoncer. Je veux pas ne plus dormir, je veux pas tout ça. Et en fait, quand on lui a vraiment dit ça, expliqué les choses et ce que ça impliquait vraiment un nouveau-né, eh ben, elle a compris en fait. Ah ouais. D'ailleurs, quand elle joue, même elle, avec ses poupées, des fois, elle dit: «Alors, celui-là, il a décidé d'avoir un seul enfant parce qu'il aime dormir». Mais c'est, tu vois, j'ai jamais, osé, je pense, avoir, cette conversation avec elle. J'ai déjà pensé à lui expliquer qu'on ne voulait, voilà, qu'elle, et qu'on ne voulait pas d'autres enfants, et après, du coup, je fais probablement la psychologie de comptoir, mais je me disais, peut-être qu'en entendant ça, elle va se dire, «Ah mais du coup, moi, ils m'ont voulu, mais un deuxième ils en voudraient pas, donc ça veut dire que peut-être moi, ils m'auraient pas voulu». Enfin, Ah, tu crois? Mmh. j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais et puis, en fait, tu es en train de me prouver qu'on peut carrément avoir, cette conversation-là. Bon, après, du coup, Inès, ça a pas l'air d'être quelque chose qui la travaille, donc je Oui. vais peut-être pas aborder Oui, le non, sujet ça sert si, à rien non plus de devancer les questions, voilà. c'est comme tous les sujets un peu, majeurs de la vie, tu les abordes pas s'ils viennent pas d'eux parce que c'est pas leur moment, en fait, tout simplement. Oui, oui, oui. Et peut-être qu'elle, ça viendra, ou peut-être ça viendra même pas du tout, ce sera un non-sujet. Mais pour nous, ça en a été un, et le fait de lui expliquer les choses, enfin, qu'on faisait pas ça non plus pour la punir, tu sais? Parce qu'il y Oui, oui, avait ce oui. côté, parce que, enfin, je veux dire, les questions qu'on nous pose, elle les entend généralement, elle est là. Quand on nous dit, «Pourquoi vous lui offrez pas un petit frère ou une petite sœur?» «Ah bah, vous allez pas la laisser Oh, seule».
Tu vois, j'ai pas envie qu'elle le sente comme une punition vraiment parce Ouais, qu'on veut complètement. pas lui donner ça parce que d'après le discours des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire et à cause de nous, elle passera à côté de ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on lui a expliqué les choses et qu'on lui a dit que ben voilà. Et puis le fait que son papa n'ait pas de frère ou sœur, c'est vrai que ça aide quand même Mmh. parce que ça montre que ben du coup ça peut très bien se passer Ça aussi en existe et que ça étant marche, quoi. voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et puis le fait aussi de passer beaucoup de temps avec elle, de faire beaucoup d'activités avec elle, ça parce que je pense qu'il y a de ça aussi quand t'es parent d'un seul enfant, ben forcément je pense que tu dois t'investir un petit peu plus parce que ben Mais bien t'as sûr. pas le backup. Enfin, forcément, tu joues un peu plus à la poupée, tu joues un peu plus au Lego, tu fais plus de jeux de société que s'ils étaient plusieurs, c'est évident en fait. C'est statistique, hein. Je Ouais. dis pas que les parents d'enfants uniques sont parfaits à côté de ceux qui en ont 3, mais Non. juste c'est statistique. Tu as pas besoin de diviser ton temps entre 3 enfants. Moi, en plus, maintenant, je travaille de la maison, donc vraiment, quand je récupère Inès à l'école le soir, je suis à 100 avec elle. Je lui fais faire des choses que moi, je n'ai pas pu faire avec mes parents et je ne reproche pas ça à mes parents, mais juste avec 2 enfants, c'était différent. Bon, puis aussi la place de l'enfant dans les années 90, Ouais. c'était un peu autre. Mais je suis très heureuse, voilà, pendant les vacances scolaires, d'avoir pu lui permettre de faire un stage de poney, de l'emmener tous les matins, de la récupérer tous les midis. Bon, aussi d'avoir les moyens de lui offrir ça, parce qu'avec 2 enfants, c'est plus compliqué aussi. C'est vrai. Voilà, c'est quelque chose dont on se satisfait et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et voilà, moralité, s'il y a des gens qui entendent quelqu'un dire: «J'ai un seul enfant», bah, ne nous plaignez pas, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de triste, il y a pas d'égoïsme. Au contraire, vraiment. Moi, j'ai énormément de respect, par exemple, pour les gens qui ne souhaitent pas avoir d'enfants Ouais, et qui aussi. assument leur choix. J'ai quelques cas de figure comme ça autour de moi, pas dans mon cercle proche, mais moi, j'ai une grande admiration pour les gens qui sont très au clair avec ce choix-là et je trouve qu'au contraire, c'est pas égoïste du tout de pas vouloir Non. d'enfants. Vraiment au Non, c'est contraire. s'écouter. Et en fait, mais parce qu'on met aussi l'amour de soi, son bien-être comme quelque chose de très négatif Mmh alors mh. que ça l'est pas. C'est quelque chose d'important pour l'équilibre, tout comme en fait, ça peut être important pour une famille d'avoir une fratrie de 3, 4 enfants. Et ben, c'est aussi important de vouloir se mettre au centre aussi. Mmh mh. Moi, je sais que j'ai cette envie-là de prendre soin de moi, de pouvoir être dans mes pleines capacités et physiques et psychologiques pour ma fille, Mmh mh. mais pas que pour elle pour plein de sphères de ma vie qui me plaisent énormément. Et il y a aussi ce côté de quand tu as un enfant, et ben en fait c'est quand même plus facile de partager dans le sens où ben tu as un enfant versus 2 adultes, ce qui fait que ben en fait tu peux aussi dégager plus de temps pour toi parce que ben Bien sûr. ton enfant est avec l'autre parent. Et ça c'est un luxe mais que j'ai choisi. C'est un luxe que j'ai envie d'avoir, c'est un luxe que j'ai envie de garder pour moi parce que c'est trop important et je sais très bien que si on avait un autre enfant, et ben ça serait pas le cas parce que ben quand par exemple tu as un nouveau-né qui est là, il est avec un parent, ben c'est l'aîné est en demande donc il va avec l'autre parent et là le repos est quand même plus difficile et le fait d'en parler, on se rend bien compte que quand même une deuxième grossesse est aussi plus compliquée Bien sûr. parce que la fatigue, parce que t'es pas aussi auto-centré sur une deuxième grossesse Mmh. que sur une première, ce qui est normal. Et moi, en fait, tout ça, c'est des choses que j'ai pas envie de vivre et ça fait pas moi une mauvaise personne. Et je pense que ça ne fait pas de toi non plus une mauvaise personne. Et puis dans l'extrême, opposé, enfin moi j'ai des exemples, alors, voilà, que j'ai rencontrés dans ma vie, d'enfants non désirés. C'est horrible, hein. C'est un truc, c'est horrible. Enfin vraiment, c'est pour ça que je respecte vraiment beaucoup les gens qui choisissent de pas avoir d'enfants. Avoir des enfants parce que la société dit que c'est bien d'avoir des enfants, ça c'est une catastrophe, hein, pour Mm. les parents et pour les enfants. Ouais. C'est un truc, il faut pas que ça existe, quoi. C'est des parcours de vie, c'est très dur, quoi. C'est très, Ouais, très mais dur. c'est très dur. Et puis c'est surtout que les enfants, quand ils arrivent, ils ont pas demandé à être là quand même. Et que ça, enfin, c'est quand même un choix. Déjà, faire un enfant, c'est un choix égoïste. Mmh. Parce que c'est nous qui décidons d'avoir un enfant. C'est nous qui décidons de mettre au monde cet enfant. On lui rend pas service. Bah, déjà parce qu'on sait pas dans quel monde il va grandir, on sait pas ce qu'il va vivre en fait, on n'en sait rien. On connaît pas les futures épreuves qu'il va vivre et peut-être elles seront atroces et c'est peut-être pessimiste de le dire, mais tout comme on peut aussi leur offrir une vie extraordinaire et une Mmh. vie joyeuse, mais c'est pas de notre seul fait, en Mmh. fait, aussi. On maîtrise pas tout. Il y a aussi cette question, et je pense que, et elle est de plus en plus courante, je pense, chez les personnes qui veulent un enfant ou pas d'enfant, cette question aussi environnementale Mmh. qui entre en compte, on sait pas. On est quand même sur un gros flou à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, je peux comprendre ces questions-là. Tu vois, tu parlais justement de ces enfants non désirés. Et moi, je te parlais de l'égoïsme. Parce qu'en fait, les personnes qui veulent pas d'enfants, les personnes qui veulent un enfant sont souvent perçues comme égoïstes. Alors qu'en fait, Ouais, je pense que c'est tout l'inverse. bah ouais, quand même, c'est un peu l'inverse, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on dit peu, Mmh. finalement.
Mais ça veut pas dire que c'est mal et que je juge. Enfin, moi, j'admire énormément les personnes qui ont plusieurs enfants. Enfin, je veux dire, avoir cette force mentale et cette force physique, enfin, franchement, c'est quelque chose que, waouh, quoi. Ouais, puis qu'ils les veulent, qu'ils s'en occupent Ouais, bien, qu'on cet esprit, de famille. Enfin moi j'ai plein de modèles de familles nombreuses où ça cartonne quoi, vraiment et je suis persuadée que mon modèle n'est pas universel, mais vraiment faut respecter ses choix quoi, ouais, les choix carrément. des autres. C'est ça. Est-ce que toi, tu as aussi cette impression qu'on remet toujours en cause ton choix on te dit, oui, tu dis ça maintenant. Je ressentais ça il y a quelques années et puis maintenant que ma fille a 4 ans et demi, un peu moins. Ouais. Au début quand, elle avait peut-être 1 an et demi ou 2 ans, on me disait: «Alors le deuxième?» Je disais: «Non, oh bon, c'est parce que c'est encore dur, tu encore crevée, elle a encore des couches». Enfin, on te sort un peu la panoplie des trucs un peu pénibles de cet âge-là et puis après quand elle commence à avoir, 3 ans, qu'elle va à l'école, on te dit: «Alors le deuxième?» «Ouais, non, ah mais c'est peut-être bien qu'ils aient un peu plus d'écart». Mais là puis là, ça y est, j'ai l'impression qu'on nous fout la paix. Ça y est. J'ai l'impression que la question se pose plus trop. Bon, sur les Ouais. réseaux sociaux aussi parce que, il y a des gens qui regardent ma vie comme si c'était une télé-réalité et que, bah, comme dans les Sims, ils aimeraient bien qu'il y ait un bébé qui se rajoute. Enfin voilà, je suis pas du tout, fâchée contre ces gens-là, c'est donc parfois on peut encore me reposer la question, mais j'ai l'impression que globalement, on nous fout un tout petit peu plus la paix qu'avant. Ouais. Ouais, je comprends. Nous aussi, je crois qu'on nous fout un peu plus la paix qu'avant sur ça. Et puis, bon, nous, d'un point de vue familial, ce qui est cool, c'est qu'il y a d'autres bébés qui sont arrivés depuis. Parfait. Qu'on est un peu tranquille, genre, Ça c'est occupe bon, l'espace. on nous oublie, on peut vivre notre vie tranquille. C'est Et ça. ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu as déjà eu peur d'un regret? Alors je me suis déjà posé la question, c'est pas une question qui m'obsède. Vraiment, je suis assez au clair, alors tu vois, je continue à dire: «Peut-être qu'un jour on changera d'avis» parce que je sais pas de quoi la vie va être faite, quand on me demande: «Tu te vois où dans un an?» J'en ai aucune idée. Ouais, C'est pour ça que je laisse toujours une porte ouverte parce que je veux pas qu'on me ressorte l'épisode de podcast en me disant: «Ah souviens-toi avec Élise en 2021 tu disais que tu en voulais pas de deuxième». Bien sûr que ça reste dans un coin de ma tête, que oui, je me questionne, mais c'est toujours à travers les yeux d'Inès. ouais, Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, bah, c'est pas une poupée, c'est pas un jeu, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas un cadeau, quoi. À mes yeux, aujourd'hui, c'est toujours, la bonne ouais. décision de pas avoir de deuxième enfant. C'est ça. Parce que je me suis, c'est drôle cette question de porte ouverte parce que je me demande vraiment si on la laisse pour pas qu'on nous dise, ah, je te l'avais dit, tu C'est sais. ça. Moi, je pense que c'est Ou est-ce ça. que c'est vraiment un choix de se dire: «Ah, en fait, j'en sais vraiment rien de ce qui va se passer dans Moi, à 10 ans», tu vois? 95 c'est, pour pas qu'on me dise, «Ah, bah, ça fait Ouais, pourtant, 5 ans que tu dis que tu auras pas de deuxième» et 5 de, «J'en sais rien, demain on déménage à l'autre bout de la terre, je pour une raison X ou Y, on se dit qu'un petit deuxième ça serait bien», voilà, mais ça, c'est vraiment 5 puis même encore moins et puis si j'en parle à Quentin, je pense qu'il me dit que lui, il est à 0,1 mais carrément. mais voilà. Oui, carrément. Non, puis en fait, on te parle beaucoup du regret de pas avoir eu d'enfants, mais on te parle quand même pas du regret d'avoir eu des enfants. Voilà. Et le regret maternel est quelque chose de particulier qu'on tait beaucoup, Ça, je c'est très pense. tabou. Il y a un épisode de Brut, pour information, s'il y a des gens que ça intéresse, qui vient de sortir à ce sujet-là. J'ai vu passer ça sur Twitter et quand j'ai vu les réactions sur Twitter, je me suis dit: «Il y a encore des gens qui sont pas prêts à entendre parler de ça», Non. mais Non, et c'est dur, hein. C'est dur parce que tu vois, moi, c'est un sujet que j'adorerais aborder sur Prenons un café, mais c'est difficile c'est de très trouver des dur, c'est très, personnes très dur. qui acceptent d'en parler. Et je comprends pourquoi, parce que les uppercuts derrière doivent être tellement Mmh. violents que c'est dur d'en parler. Mais pourtant, ça existe parce que quand même, la maternité, ça change toute ta vie, quoi. Mmh mh. Complètement. Et si tu le désires pas, eh ben, c'est violent. C'est hyper violent quand tu le fais parce que c'est ce que la société te dit, quand tu le fais parce que tu veux faire plaisir à, que sais-je, ta famille, tes parents, parce que ça aussi, tu la pression des parents qui veulent être grands-parents, Mmh. ça c'est un sujet. Et parce que tu le fais pour faire plaisir aux autres, ben en fait non, ou même à un conjoint d'ailleurs. Enfin, je veux dire ça aussi. Hein, on reste pas. Enfin, moi je pense pas que ce soit une bonne idée de faire un enfant parce que son conjoint veut Ah ouais. absolument un enfant et parce que ça sauverait le couple. S'il y a bien une chose à ne pas faire pour sauver un couple, c'est un enfant. Ah bah, c'est enfin, oui, moi aussi je vois ça comme, alors c'est la plus belle histoire d'amour, puis à côté de ça, c'est le plus gros des défis, quoi. Alors nous, on a de la chance, on n'est pas trop passé par ces étapes-là, mais tu en parlais, le manque de sommeil, la fatigue, on n'est pas, fait pour dormir, par tranche de 2 heures toutes les nuits pendant des années. Enfin, je veux dire, Non. j'ai quelques exemples autour de moi où on peut tomber dans une dépression postpartum où ça peut être, Ah, très c'est lourd, violent. très inquiétant, quoi, donc ouais, ouais. Alors oui, oui, je suis d'accord avec toi. Avoir un enfant pour sauver son couple, je pense que c'est la dernière des idées à Ah avoir. non, et puis même parce que déjà, ton couple peut être le plus solide du monde, l'arrivée d'un enfant viendra chambouler ça, en fait. Mmh.
pas au point d'une rupture forcément, mais il y a quand même des moments où c'est déjà t'as plus la même place en fait, tout simplement parce que t'es plus juste deux personnes qui s'aiment, t'es deux personnes qui s'aiment certes, mais aussi des parents d'un être humain pour toute la vie. Et ça, faut pas l'oublier quand même. Ouais, Bien exactement. choisir avec qui on fait un enfant, parce que même si un jour c'est plus ton amoureuse, c'est plus ton amoureuse, ben vous resterez quand même toute la vie les parents D'un de enfant. cet enfant. Ouais. Et ça, c'est quand même le plus gros des engagements. Hein. Faut le dire, un mariage, ça se défait. T'achètes une maison, de l'immobilier, ben tu peux vendre. Un enfant, tu peux pas le vendre. Enfin, c'est pas très légal en fait. Enfin, vaut mieux pas. On vous conseille pas trop. On vous conseille pas de le faire sous peine de poursuite judiciaire. Donc non, on le fait pas. Mais enfin, c'est quand même un gros engagement, et qu'on en veuille 1, 2, 3, à chaque fois c'est le même engagement en fait. Ah oui, exactement. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas parce que t'es parent d'un enfant que ça va être la même chose quand le deuxième va arriver, que le troisième va arriver, que plus rien va bouger. Non, à chaque fois c'est ça change l'histoire à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie de ça du tout. En tout cas, je te remercie, Marielle, pour cet échange qui, je pense, est très important. Bon, pas parce que je suis peut-être pas très objective sur le sujet, mais en tout cas, je trouve que c'est important, non, mais d'évoquer tous ces sujets parce que, en fait, il y a pas qu'une façon d'être parent. Il y a autant de façons d'être parent que d'être humain sur Terre, enfin que de parents sur Terre, parce qu'on n'ait pas forcément envie d'être parent. Et je te remercie justement d'avoir abordé ces sujets-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sentiront moins seuls, d'entendre que c'est ok d'avoir un enfant, qu'on est très heureux comme ça. Moi, ma fille est personnellement très épanouie. Ouais, et puis on peut, comme je disais, donner une dynamique. Voilà, c'est pas parce qu'on a un enfant unique qu'on en fait un monstre d'égoïsme. Enfin, moi, c'est un de mes combats, vraiment. J'essaye d'ouvrir les yeux d'Inès sur voilà, ce qui l'entoure, les autres personnes, les problèmes des autres, tendre une main. Ouais, et partager, enfin, et ça, qu'on en ait 1 ou qu'on en ait 10, on peut le faire. Je veux dire, ça change rien. Et c'est pas parce qu'on en a un qu'on peut pas le faire, voilà. C'est pas parce qu'il y a pas un petit frère, une petite sœur à qui montrer l'exemple que, voilà. Il y a 1000 modèles familiaux. Là, on parle des enfants, mais ça peut être, voilà, comme je disais, 2 mamans, 2 papas, un seul papa, une seule maman. Des couples, avec 4 parents, j'en connais aussi. Enfin, Ouais. voilà, il y a plein de modèles familiaux, et avec ces modèles familiaux, on fait ce qu'on veut, vraiment. En termes de valeurs, on véhicule ce qu'on veut. Carrément. Et puis, là, le principal, c'est d'être aligné finalement avec soi et avec ses choix, et que ça se passe bien pour l'enfant, enfin, tant que l'enfant et va bien, tant que ses parents vont bien. Je dirais même que si ses parents vont bien, il y a quand même de grandes chances pour que l'enfant aille bien. Donc, c'est quand même plutôt bon. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Marielle. Merci à toi, si on Élise. veut suivre, alors, tu nous rappelles un petit peu où ça se passe, si on veut suivre ton travail, si on veut suivre ce que tu fais. Tu nous dis un peu? Alors, donc, le blog de Neroli.com, c'est mon blog avec tous mes articles. Je relais aussi mes vidéos dessus. En fait, je m'appelle le blog de Neroli partout. Sur YouTube, c'est le même pseudo, une vidéo tous les dimanches. Sur le blog, je l'ai pas dit, c'est un article tous les mercredis, normalement. Je suis sur Instagram, donc le blog de Neroli aussi. Je poste, voilà, des posts, des stories, des réels, etc. Des reels, je sais pas comment on dit. Moi, je dis réels, mais moi, je dis réel aussi, mais il paraît on sait même pas si on doit le féminiser ou le mettre au masculin. Voilà, donc faites-en bien ce que vous voulez. Des petites vidéos de 30 secondes. Exactement, des vidéos courtes, voilà. Je suis sur TikTok aussi, où je fais plein de bêtises, le blog de Neroli. Et mon podcast, c'est donc Compresse Esparadra, un épisode un mardi sur 2. Super, merci beaucoup, Marielle, et puis à bientôt. Merci, Élise, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.